Eh bien, bonsoir à tous. Ça y est, nous entrons dans le printemps. Enfin, question calendrier. Bon. Et comme nous venons de passer une saison ensemble, ça peut être un moment tout à fait propice pour essayer de revoir le contexte général dans lequel se déroule ces conférences cette année. Il s'agit de comprendre ce qui se passe chaque mois, toutes les propositions d'énergie que nous avons chaque mois, de manière à voir comment est-ce que nous pouvons au mieux y répondre. Comment est-ce qu'on peut tendre vers ces énergies, comment on peut y répondre le plus facilement possible. Nous avons commencé par voir le cadre général à travers un schéma que je vous ai fait, donc au tout début, le premier mois, le schéma qui était celui de la respiration, au cours duquel nous trouvons 4 phases. La phase d'inspire, la phase d'apnée haute, où on retient son souffle, et puis la phase d'expire, et enfin l'apnée basse, on retient son souffle, mais cette fois-ci poumon vide. Et à travers ça, nous avons vu qu'on pouvait imaginer 4 saisons, naturellement dans notre local, dans notre hémisphère, là où on se trouve nous. C'est vrai qu'ailleurs, il n'y a pas forcément 4 saisons, mais les 4 temps n'en sont quand même pas moins vrais. Et ces 4 temps, donc pour nous, ça va représenter donc, ce qu'on pourrait appeler, je vais dessiner comme ceci, hop, on a ici l'hiver, on a ici le printemps, l'été et l'automne. Et donc, nous venons de passer l'hiver. C'est intéressant, justement, d'essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé, et ça va nous donner des idées par rapport au reste. Qu'avons-nous reçu cet hiver? On a travaillé 3 énergies. On a travaillé les énergies Capricorne, avec lesquelles nous démarrons l'année. Puis, le mois dernier, il y a 2 mois, l'énergie Verseau. Et enfin, le mois dernier, l'énergie des Poissons. Voilà donc quelles sont ces 3 énergies que nous avons essayé de recevoir et d'utiliser au mieux. Voilà ce qui s'est passé donc cet hiver. Maintenant, avant donc de passer au printemps, la nouvelle saison avec le signe du Bélier, c'est celui que nous allons voir aujourd'hui, essayons de faire un point par rapport à ce qui a pu se passer cet hiver et qui va nous aider à comprendre aussi certaines choses par rapport à l'énergie nouvelle. Bon. En effet, on pourrait dire que si on prend ces 3 énergies, elles se présentaient comme des énergies de préparation. Vous voyez, c'est l'inspire. On prend son inspire. On cherche à percevoir donc une élévation. On voit bien le niveau de l'élévation avec la flèche. On cherche à s'élever. On pourrait même dire que d'une certaine manière, on cherche à lâcher du lest, à se purifier, à se dégager, à peaufiner certaines attitudes plus justes. Pourquoi faire? Pour pouvoir justement arriver dans cette phase fondamentale qui est la phase de contact, le moment où on retient son souffle, le moment où on est dans cette apnée haute, qui est un moment d'imprégnation d'énergie, quand on est en apnée haute dans la respiration, on retient son souffle, et donc au niveau de l'année, c'est le moment où on va recevoir des énergies, on va pouvoir se mettre à l'écoute d'énergies essentielles, régénératrices, fondamentales pour l'humanité, et évidemment pour nous-mêmes. Voilà pourquoi il y a tout ce temps de préparation. Il y a carrément 3 mois de préparation pour pouvoir avoir ces 3 mois-là. Ces 3 mois qui sont tout à fait essentiels dans l'année et qui sont finalement Bélier, Taureau et Gémeaux, vont correspondre aux 3 grandes fêtes spirituelles de l'année, qu'on appelle la fête de Pâques par rapport au Bélier, la fête du Vésac, on y reviendra le mois prochain par rapport au Taureau, et la fête de la bonne volonté qu'on rejoint donc dans les Gémeaux. Pourquoi est-ce qu'il y a ces 3 fêtes spirituelles? Tout simplement parce qu'on les a placées là, ou la tradition les a placées là, pour marquer d'une certaine manière l'importance de ces 3 énergies. C'est parce que justement l'énergie Bélier, Taureau et des Gémeaux est d'une importance primordiale par rapport à l'humanité que finalement se trouvent ces fêtes qui sont marquées là et qui marquent finalement 3 temps, donc extrêmement importants. On aura l'occasion d'y revenir. Donc un temps de préparation, un temps d'alignement par rapport à ce moment tellement fondamental de régénération, de réorientation. Et puis, nous avions vu qu'une fois que nous avons été quelque peu régénérés, qu'on a été revivifiés, que peut-être ensemble, on va voir en quoi ça consiste, on a perçu certaines choses nouvelles, on est sorti justement de notre petit ronron habituel, alors on pourra avoir une créativité nouvelle, vous voyez la flèche qui descend, on pourra avoir ensemble une créativité nouvelle par rapport à la planète Terre. Parce que comme on aura reçu peut-être des choses plus essentielles, ce sera le moment d'en faire profiter la planète Terre et la société et nous-mêmes. Et puis, ça continuera pendant l'automne. Là, ce sera une période encore plus forte d'intégration, donc de manifestation des choses.
Et puis, ce sera le temps de redémarrer avec une nouvelle année. On reprendra à nouveau un nouvel inspire. On essaiera de se préparer encore mieux pour pouvoir recevoir peut-être encore plus subtilement certaines énergies et de pouvoir faire comme ça. Et ainsi de suite. Voilà un petit peu ce que nous cherchons à faire et c'est ce que nous cherchons à étudier. Voilà pourquoi cette année, c'est intéressant de le faire en direct, d'étudier ces énergies, parce que c'est vraiment du live. C'est ce que nous vivons à chaque instant. Et donc, on peut se demander, alors, on vient de finir l'hiver, qu'est-ce qui en ressort? De quelle manière on s'est préparé? Et là, je voudrais vous montrer aussi quelque chose dont on s'est servi, qui est l'histoire des planètes ésotériques et des planètes exotériques. Je vous fais un petit tableau récapitulatif. Donc, voilà le Capricorne, la première énergie que nous avons travaillée, le Verseau et les Poissons. À chaque fois, nous avons vu qu'il y a des énergies qui descendent directement de ces constellations. Nous ne sommes pas du tout rentrés dans ces détails parce que ça compliquerait et ça alourdirait inutilement la conférence avec des détails théoriques, techniques que vous oublieriez aussitôt, donc ça ne sert à rien. Donc il y a effectivement des énergies qui viennent de ces constellations, mais ce qui nous intéresse, nous, d'une manière plus pratique, c'est qu'elles sont relayées au niveau du système solaire par certaines planètes. Alors, par exemple, c'est ce que connaît bien l'astrologie traditionnelle, c'est ce qu'on a appelé, vous voyez, les planètes exotériques. Entendez par là ce qui est en rapport avec la personnalité. On connaît bien qu'effectivement, du point de vue du Capricorne, c'est la planète Saturne. Comme vous ne connaissez peut-être pas forcément les signes planétaires, je vous l'indique comme ça. La planète Saturne pour le Capricorne, c'est la planète Uranus pour le Verseau et Jupiter pour les Poissons. Voilà. Et donc là, c'est un petit peu ce qui se passe traditionnellement. Quelquefois, on met Neptune, mais bon, peu importe, on ne va pas rentrer non plus dans ces détails. Et puis ça, c'est vraiment comme ça qu'on dit qu'on reçoit les énergies à ce niveau-là. Effectivement, ces énergies de ces constellations, on peut les recevoir personnellement, on peut les recevoir dans notre moi, on peut les recevoir tout à fait banalement. Et on pourrait dire que même pour ça, on n'a aucun effort à faire. C'est automatiquement, on baigne dans une telle ambiance, dans un tel bain d'énergie, que finalement, sans faire aucun effort, systématiquement, Capricorne, on est facilement saturnien, uranien, donc en Jupiter, et Jupiter en Poisson. Ça va tout seul. Mais le travail, justement, qu'on cherche à développer, c'est-à-dire, et si on cherchait à développer et à recevoir les énergies à un niveau plus haut, du point de vue de l'être essentiel, du point de vue de l'âme, du point de vue du cœur, et si on cherchait finalement à les recevoir à un autre niveau. Et là, comme nous l'avions vu, c'est d'autres planètes qui rentrent en jeu, que ne connaît pas justement l'astrologie traditionnelle. C'est ce qu'on appelle les planètes ésotériques. Ésotériques voulant dire de l'intérieur, en rapport avec le monde de l'âme. Et là, nous avons vu que, bizarrement, pour le Capricorne, c'est pour ça que ça a commencé un peu étrangement, c'est aussi Saturne, mais vu autrement. C'est une autre énergie. Du point de vue du Verseau, c'était Jupiter. Et du point de vue des Poissons, c'était Pluton. Voilà. Et là, par contre, on ne peut pas dire que ce soit automatique. Là, c'est vrai que ça nous demande réellement un effort. Si nous voulons chercher à recevoir les énergies Capricorne, Verseau, Poisson par ces points-là, alors là, effectivement, ça nous demande un effort. Et donc, tout le travail, c'est de dire comment est-ce que nous nous alignons pour pouvoir recevoir ce type d'énergie. En sachant qu'en méditation, on peut effectivement les recevoir avec les planètes supérieures. Mais que dans le quotidien, on se fait souvent récupérer par les planètes de type inférieur. Par exemple, dans le Capricorne, c'est très facile de commencer l'année en se laissant influencer par le Saturne inférieur. Une responsabilité lourde. Et allons donc, encore une nouvelle année qui arrive. Qu'est-ce que ça va être? Quelle responsabilité je dois prendre? Quelles sont les bonnes intentions que je dois réussir cette fois-ci à tenir, coûte que coûte? Bon, qu'est-ce qui va me tomber dessus? Et quelquefois, d'ailleurs, au mois de janvier, il y a des choses qui nous tombent dessus, comme par hasard. Alors, c'est quand même un petit peu pénible, toute cette histoire. Bref, on peut commencer l'année de cette manière-là, vous voyez, en sentant la responsabilité comme quelque chose de lourd, qui nous incombe, comme un devoir. Ou au contraire, on peut dire, ah mais non, le Capricorne, ça peut être autre chose. On remonte au niveau du Saturne supérieur. Mais non, c'est une responsabilité qui est la conséquence de l'amour. C'est parce qu'on développe de plus en plus de l'amour qu'on se sent de plus en plus responsable de ce qu'on aime. Et là, il n'y a pas du tout ce côté lourd, ce côté devoir. C'est une espèce d'évidence, ça va de soi. On donne dans une intelligence créatrice. Et on commence cette année, vous voyez, complètement différemment. Qu'est-ce qui est intelligent de faire cette année? Avec une grande lumière. Et non pas... Et allons donc, c'est reparti.
On a le choix entre les deux. Et vous verrez qu'en janvier, peut-être que vous avez oscillé entre les deux. Des moments de lumière, ouais, intelligence créatrice, mais bon, voilà. Et ben, c'est un petit peu notre difficulté. Comment est-ce qu'on reçoit, à quel niveau on reçoit l'énergie? En Verseau, c'est l'énergie justement d'ensemble, de cœur. On commence l'année en disant attention, cette responsabilité créatrice, c'est ensemble qu'on doit la faire. Mais si je suis au niveau Uranus, là c'est vraiment très concret, c'est ah oui, il faut faire des choses ensemble. Donc aussitôt dans le Verseau, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? On va faire des groupes, on va faire de l'association, qu'est-ce que je vais pouvoir bricoler? Bref, on se précipite tout de suite sur le terrain pour faire des choses ensemble. Et je m'imagine que ça, c'est le cœur. Pas du tout. Pas du tout, c'est pas le cœur. Ça, c'est simplement mon émotionnel qui a tellement envie de faire des choses, des groupes, etc. Mais j'ai pas pris le temps de savoir vraiment c'était quoi le cœur. Oui, mais je le sais déjà, j'ai déjà travaillé, mais c'est l'occasion, justement, de le travailler plus. Voilà pourquoi le Verseau dit, et si vous receviez mon énergie, au lieu de la recevoir et de la mettre en œuvre tout de suite sur le terrain, et si vous preniez le temps de remonter sur Jupiter et de dire, attention, c'est de l'amour. Hein, Jupiter, c'est le rayon 2, qui est le grand rayon d'amour-sagesse. Saturne était le rayon 3 de l'intelligence active, de l'intelligence créatrice. Et si on prenait le temps justement d'entrer un petit peu plus dans cette notion d'amour, ça donne un Verseau complètement différent. Ça veut dire que je me rends compte de plus en plus combien ça demande du temps et ça demande vraiment des considérations tout à fait hautes de rentrer dans le cœur. Et puis arrivent les Poissons. Et les Poissons, on peut très très bien effectivement arriver à les concevoir d'une manière jupitérienne. En disant, oh là 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 là, quand je vois la dualité des Poissons entre celui qui descend, qui monte la personnalité, le monde de l'âme, il est urgent de ne rien changer. Donc on va tout garder, on va laisser les choses comme ça va se décanter. C'est un peu difficile en ce moment, hein, c'est le temps du carême, mais bon, voilà, ça va passer, c'est rien, donc on fait le dos rond. Et puis donc si j'ai le choix entre ça et ça, je prends tout, hein, donc de toute façon. Parce que moi je trouve que l'amour, de toute façon, c'est ça qui sauve le monde, et puis voilà. Ça, c'est Jupiter. Ou bien, on peut au contraire dire, ah mais non, mais le Poisson, c'est autre chose. C'est le moment d'affirmer l'essentiel. Pluton, le rayon 1. Et si j'affirme l'essentiel, qu'est-ce que ça va faire dans ma vie? Si j'affirme l'essentiel, ça va absolument amener une épuration, une élimination de tout ce qui n'est pas essentiel. Ah ouais, mais ça me fait un peu peur quand même. Bon, alors on se calme, Jupiter. Donc on se calme et puis on garde tout. Puis... Non, mais c'est bien comme ça, de toute façon. Je suis un petit peu quand même... je suis en amour avec tout le monde et tout va bien. Là. Non, qu'est-ce qui doit être? Oh là, oui, qu'est-ce qui doit être? Et vous voyez ces oscillations? Et voilà pourquoi c'est intéressant de voir que... de comprendre, on a déjà 3 mois de recul, et de comprendre comment ces énergies nous manipulent ou nous apprenons à les manipuler, selon cette fameuse phrase que je vous ai citée, hein, qu'on reverra peut-être de temps en temps. Nous sommes des énergies manipulées par des énergies et cherchant à manipuler des énergies, puisque tout est énergie. Alors, nous sommes des énergies manipulées par des énergies. Ah oui, ça, on le voit. Ça, c'est vrai que si on reçoit les énergies au niveau du bas, on n'a aucun effort à faire et on s'aperçoit combien on tombe dans tous les panneaux. Et vous allez voir qu'avec le Bélier, ça ne rate pas non plus. Ou bien, on s'aperçoit que dès qu'on fait effort pour amener quelque chose d'autre, pour remonter finalement et recevoir les choses là, c'est vrai que les choses sont totalement différentes. Et c'est ça, finalement, c'est ce schéma, vous voyez, qui est en cause. Dans quelle mesure, à chaque fois, on a pu remonter un peu plus haut? Et si je me suis servi un tout petit peu, hein, pas 24 heures sur 24, du Capricorne, du Verseau, du Poisson, si j'ai fait un petit peu plus de Saturne, de Jupiter et de Pluton, le rayon 1, alors à ce moment-là, c'est vrai que le Bélier qui va s'en suivre, ça va vraiment être quelque chose de différent. Ça va être quelque chose d'autre. Je vais vraiment avoir plus tendance à recevoir d'une manière subtile toutes ces énergies. Regardez le moyen mémotechnique intéressant. L'hiver en tant que préparation, du point de vue des rayons. L'hiver, c'est 3, 2, 1, partez. Donc 3, 2, 1, printemps. Et c'est ça, c'est vraiment percevoir ce truc-là. Et alors, qu'est-ce qui se passe si finalement, à chaque fois, j'ai reçu... Vous voyez, j'ai fait mes planètes comme ça au niveau inférieur. J'ai reçu les signes, mais au niveau inférieur. Forcément, je ne suis pas remonté beaucoup. Je n'ai pas été beaucoup régénéré. L'intéressant, hein, comme je vous le disais, c'est que ça soit comme une espèce d'affinage des corps. On conçoit chaque année, c'est pareil. On conçoit de plus en plus ce qu'est la lumière, ce qu'est l'amour, ce qu'est l'essentiel dans chacun de ces signes. Et à chaque fois, voilà, ça m'amène à pouvoir être de plus en plus disponible pour ce qui va suivre en Bélier, Taureau et Gémeaux. Mais si je ne le fais pas,
on pourrait imaginer, oui, dans mon schéma, oh, je me suis servi un petit peu de bélier, de capricorne, verseau, poisson, voilà, mais pas beaucoup, hein. Donc, bah, mon schéma, il fait ça. Voilà. Ma flèche de contact, au lieu de remonter là-haut, elle est juste là. Je suis remonté un tout petit peu. Oui, mais à partir de ce peu que tu as contacté, qu'est-ce que tu vas mettre en œuvre? Bah, ça. Bon, bah, pas grand-chose de nouveau. Bah, non, pas grand-chose de nouveau. Et voilà comment, dans notre vie, on tourne en rond. On tourne en rond parce que, justement, on ne s'est pas donné à un moment donné les moyens d'aller plus loin, d'aller plus haut, de s'agrandir. Et du coup, bah, on mijote toujours dans le même style d'énergie et on reçoit toujours le même style d'énergie et il n'y a rien de nouveau. Et on arrive à des phrases qui disent « Ah bah oui, mais comme d'habitude, pour moi, le mois de février, ça a toujours été un mois difficile. Mais c'est tous les ans pareil. » Ben, voilà, nous sommes des énergies manipulées par des énergies et il faut se le dire et se rendre compte que c'est à nous que ça change. C'est à nous que ça tienne, que ça change et d'arriver à procéder donc, à quelque chose qui aille beaucoup plus loin. Voilà donc comment on va arriver à ce processus maintenant donc du printemps à partir de ça. Et naturellement, on va retrouver la même chose. Là, si je vous dessine une nouvelle saison, donc une nouvelle histoire, on va commencer avec l'énergie bélier. Et dans cette énergie bélier, on va retrouver nos deux niveaux. On va voir que si on veut vraiment recevoir l'énergie bélier d'une manière intéressante, eh bien, on va avoir affaire à la planète Mercure, avec le rayon 4, qui est le rayon d'harmonie par le conflit. Intéressant comme nom. Comment réussir à trouver l'harmonie malgré les contraires, hein, c'est ça que ça veut dire. Par contre, si je fais aucun effort et si je suis dans la lignée, moi j'ai fait Saturne, Uranus et Jupiter, ah bah à tous les coups, vous en faites pas, votre avenir est tout tracé, vous allez faire Mars en bélier. Voilà. Mars qui est la planète justement reliée au rayon 6 et qui est la planète de l'idéalisme d'action. C'est-à-dire que vous vous préparez effectivement un bélier très actif, très bloum 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 comme ça, dans lequel il n'y aura pas effectivement de régénération. Voilà pourquoi c'est intéressant oui, de voir qu'à chaque fois, c'est ce qui nous est proposé. Il nous est proposé tout un effort pour arriver à développer notre capacité de perception à un autre niveau. Et c'est de ça que dépend une facilité donc pour nous d'arriver à percevoir certaines énergies, ce qui naturellement n'est pas fait simplement pour notre vie, c'est pas ça qui est l'intérêt. Tout ça, c'est fait par rapport à l'humanité. C'est en quoi nous situons-nous comme en rapport avec l'humanité. Hein, toutes ces conférences que nous faisons, c'est ce qu'on pourrait appeler du développement impersonnel. Rien n'est fait pour nous. Alors quand vous avez déjà fait bien du développement personnel, ce qui est très très bien, après vous faites du développement impersonnel, c'est la suite. Il faut commencer par le développement personnel, on est bien d'accord. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que tout ce que je vous raconte, même si je ne vous le spécifie pas, c'est pas pour nous. C'est parce qu'on se dit qu'on ne vit pas pour soi. On vit par rapport à l'humanité. C'est un engagement de progrès par rapport à l'ensemble. Donc c'est pas « Ah oui, oui, je vais essayer de faire Saturne, Jupiter et Pluton parce que ça va changer plein de choses dans ma vie. » Ça, c'est développement personnel. À un moment, c'est important. À un moment, c'est intéressant. Après, on réalise que non, on ne vit pas pour soi. On vit vraiment par rapport à une globalité. Et donc, ce qui est important, c'est de le concevoir dans cette globalité. Voilà donc ce qu'on va pouvoir percevoir, vous voyez, donc pour commencer ce bélier, je voulais vous resituer ce contexte global pour voir où est-ce qu'on en est. Déjà, c'est intéressant de voir comment ça a fonctionné pendant 3 mois et qu'est-ce qui va se passer maintenant donc pendant les 3 prochains mois. On refera un petit point juste au début de l'été avec l'énergie cancer. Donc, le bélier. Si on cherche à définir le bélier, donc ce premier signe, on pourrait dire qu'il a 2 notes essentielles, 2 notes principales. Et ce sont ces 2 notes sur lesquelles nous allons travailler. La première note, c'est que c'est l'énergie du 1. Le bélier, oui, c'est le premier signe du printemps, qui veut dire premier temps. Il est en rapport aussi beaucoup avec le rayon 1, même si ça n'apparaît pas dans les planètes, mais fondamentalement ici, c'est vraiment par cette énergie, par cette constellation que le rayon 1 nous parvient. Il est vraiment extrêmement relié à tous les départs, à tous les débuts, aux impulsions, au commencement. Donc chaque fois qu'on parle de choses initiales, de démarrage, c'est le 1, c'est le bélier. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est le fondement, on pourrait dire, de cette énergie. C'est le signe de toutes les impulsions de départ, les impulsions divines, les impulsions fondamentales. Vous voyez, si on voulait prendre un symbole, on pourrait prendre le Big Bang. C'est juste un symbole, hein, parce qu'il y a des chances que ça ne soit pas passé comme ça, mais si on imagine un Big Bang, c'est qu'à un moment donné, il y a une explosion à partir d'une énergie extrêmement condensée. La question, c'est qui a donné l'impulsion ?
Et qu'est-ce que c'est que cette impulsion de départ? Là, donc, aussitôt, dès qu'il s'agit d'impulsion de départ, on met cette énergie bélier. Donc, c'est le premier élément sur lequel nous allons travailler. Qu'est-ce que ça nous amène, nous, à comprendre dans cette énergie de départ? Le deuxième note fondamentale, c'est de dire que cette impulsion qui va traverser d'une manière, on va dire, verticale, ça part des sphères les plus hautes et ça descend là, c'est comme si on pourrait dire, encore une fois symboliquement, ça va du ciel jusqu'à la terre. Je parle en termes symboliques. Donc c'est vraiment quelque chose qui montre combien ça part du plus haut qu'on puisse imaginer, et on va discuter tout à l'heure de ça, et c'est là pour descendre complètement sur la terre. Donc c'est comme si justement l'énergie bélier nous dit, voilà ce qui doit être, voilà ce qui doit s'incarner. Voilà ce qui doit finalement amener. C'est pour ça que même, par exemple, chacun d'entre nous, chaque fois qu'on se réincarne, chaque fois qu'on décide de repartir en incarnation à partir du moment de l'âme, ça peut être considéré comme une impulsion bélier. Vous voyez, les impulsions bélier, on peut les mettre à différents niveaux. Dès qu'il y a une nouvelle impulsion, que ce soit à quelque niveau que ce soit, mais je parle des niveaux supérieurs, là, il y a vraiment quelque chose qui fait que c'est ça qui part de l'abstrait et qui va vers le concret. Le deuxième note, c'est de dire, entre le ciel et la terre, pour que ça puisse se manifester, pour que ça puisse réellement se faire, il est nécessaire de concevoir un intermédiaire. Un intermédiaire qui soit capable à la fois de concevoir la notion de ciel et de recevoir cette notion de ciel, et puis un intermédiaire qui soit capable aussi de retraduire du point de vue de la terre. Et le Bélier nous dit, ça tombe bien, c'est le rôle de l'humain. L'humain est un intermédiaire entre le ciel et la terre. Entre vraiment les énergies les plus subtiles et les énergies les plus denses. Voilà pourquoi nous allons retrouver cette énergie de Mercure, rayon 4, Mercure qu'on appelle le divin intermédiaire. Et vous remarquez que le rayon 4, il est justement dans la place médiane entre le 1 et le 7. Entre le rayon 1, ce point de départ, le rayon 7, qui est le point d'arrivée, eh bien, il est justement dans cette place médiane. On en rediscutera tout à l'heure. Voilà, ce sont les deux notes fondamentales du Bélier. Il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de cette impulsion, quelque chose qui doit s'incarner, et c'est à l'humain d'incarner cela, donc parce qu'il est intermédiaire entre les deux plans. Voilà donc ce qu'on peut dire comme ça de ces deux notes. Maintenant, rentrons dans le détail de chacun de ces points. Alors en ce qui concerne cette impulsion, si on va un peu plus loin, le Bélier, oui, c'est effectivement donc une verticale comme ça qui descend, qui s'affirme. Quelque chose qui est une impulsion fondamentale. On dit quelquefois que le Bélier, c'est le berceau des idées divines, c'est le berceau des projets fondamentaux. Et vraiment, le mot impulsion est fondamental. On peut dire que tout est contenu dans le Bélier. C'est comme si finalement tout est là. On pourrait imaginer, encore une fois, ce ne sont que des images, comme si à un moment donné, Dieu ou un grand être avait dit que cela soit, comme s'il avait émis un son fondamental. Et c'est ça qui a donné l'impulsion à tout l'univers. Et tout existe à partir de là. On pourrait dire que dans le 1, tout est contenu. Mais reste à le révéler et à le développer. Mais en principe, tout est là, comme si c'était compacté. Oui, tout est dans le 1. Maintenant, voilà, a-t-on la capacité effectivement de révéler, de développer tout cela? Voilà ce qu'est cette énergie donc d'impulsion fondamentale. Là encore, je ne vous discute pas pour l'instant d'échelle. Est-ce que je suis en train de parler de l'univers? Je vais parler de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler du système solaire? Est-ce que je suis en train de parler de la Terre? Pour l'instant, exprès, je ne vous montre pas un petit peu de quelle échelle il s'agit, parce que c'est un peu le même système pour toutes les échelles fondamentales. On reprécisera ça après. Qu'est-ce que donne cette impulsion et comment est-ce qu'elle peut nous apparaître, nous? Eh bien, elle va nous apparaître avec deux mots. Deux mots que quelquefois nous confondons. Le mot dessin, EIN, et le mot plan. On dit donc qu'effectivement, cette impulsion, à partir du moment où nous, humanité, nous commençons un petit peu à percevoir ce qu'elle peut être, on l'entend comme étant le dessein divin. Et à un second degré, on va l'apercevoir comme ce qu'est un plan divin. Quelle différence on peut faire entre les deux? Le dessein, c'est la raison fondamentale pour laquelle les choses sont faites. Donc, ce n'est pas ce qui est fait, c'est mais qu'avait, toujours mon image, qu'avait Dieu derrière la tête pour faire un univers comme ça? Quelle est l'intention fondamentale derrière l'élaboration du système solaire? Pourquoi est-ce que l'esprit de la Terre s'est incarné sur la Terre et qu'il y a créé tout ce qui existe là en ce moment? Donc vous voyez, c'est pas facile parce que déjà comprendre l'univers,
Comprendre le système solaire ou comprendre la Terre, c'est pas évident. Alors comprendre pour quelles raisons fondamentales à l'arrière-plan la conscience a créé cela et pas autre chose, là on nage complètement dans quelque chose qui est pour nous complètement hermétique. C'est pour ça que la notion de dessin, c'est vraiment quelque chose qui est mystérieux, que seuls peut-être des grands êtres, on en reparlera, des grands initiés peuvent arriver à percevoir petit à petit et progressivement. Mais pour nous, c'est quelque chose qui est complètement mystérieux. C'est hors espace, c'est hors temps, et rien que ça, pour nous, c'est une limitation. Hors espace et hors temps, concevoir une intention fondamentale. Pourquoi cet univers et pourquoi pas un autre? Pourquoi ça fonctionne comme ça et pas autrement? Quelle est l'intention derrière tout ça? On n'en sait rien. Par contre, beaucoup plus à notre portée, et là où notre participation est justement requise, c'est par rapport au plan. Le plan, on pourrait l'expliquer comme étant la mise en œuvre progressive du dessin. Au fur et à mesure que les gens qui sont chargés justement de percevoir ce plan, de fabriquer ce plan, eh bien, réussissent à se mettre en rapport avec ces énergies, se mettre en rapport et réussissent à traduire quelque peu ces énergies. C'est-à-dire que ce plan est quelque chose qui est sans arrêt en mouvement. Vous voyez, quelquefois, quand on parle d'un plan divin, on a tendance à imaginer quelque chose qui est inexorable, quelque chose qui est fixe, quelque chose, c'est comme ça et pas autrement. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Regardez par exemple un plan d'architecte. Quand il y a un grand projet, je ne parle pas d'une petite maison, un grand projet, c'est vrai qu'il y a les plans. Puis après, il y a ce qu'on en fait, selon les circonstances, selon d'un seul coup les dérives budgétaires, où il n'y en a plus assez, ou bien parce qu'on a rencontré tel problème, et puis tel sous-sol, et puis tel aspect, et puis finalement, bref, c'est quelque chose qui est amené à changer souvent. Là, on pourrait dire que c'est un peu de la même manière. Le plan, c'est ce que nous sommes capables de capter de cette énergie fondamentale. Quand on se relie justement au bélier, quand on se relie à cette impulsion divine, qu'est-ce qu'on peut en dire? Comment ça se traduit? Par quelles idées? Par quel état d'être ça peut se traduire? Et c'est au fur et à mesure, dans l'esprit des gens les plus avancés, que va se dire, il serait peut-être intéressant pour aller dans ce sens, peut-être de développer telle ou telle qualité. Par exemple, on bénéficie heureusement de gens qui nous ont précédés et qui sont beaucoup plus avancés que nous, qui ont déjà mis en œuvre quelque peu ces choses-là, et qui nous ont dit, nous, en tant que maîtres de sagesse, ça fait quand même déjà longtemps qu'on essaie de se mettre à l'écoute, en méditation, par rapport à ce dessin, et on pourrait dire que, fondamentalement, ce qui apparaît, c'est que ce système solaire, ou cette histoire, c'est une grande histoire d'unité, une histoire d'amour, où il faut réussir à unir esprit et matière. Bon, ça ne nous dit pas grand-chose, parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est que l'esprit, et la matière, on ne sait pas non plus ce que c'est. Mais on nous dit, voilà, il faut unir le plus haut et le plus bas. Ou si vous préférez, plus clairement, c'est une grande histoire d'unité. Il faut que tout soit un. Bon, si on prend cette hypothèse de travail et qu'on se dit, ça ressemble à ça, eh bien, à chaque fois que nous, on veut participer à ce plan, c'est qu'est-ce qui va dans ce sens? Qu'est-ce qui va dans le sens de l'unité? Qu'est-ce qui va dans ce sens de percevoir ça comme attitude, comme idée, comme décision? Bref, et tout ce qui va dans ce sens, c'est notre participation au plan. Donc vous voyez, dans notre plan, on peut dire que tous les gens qui sont capables de se brancher quelque peu d'une manière donc subtile, comme ça, par rapport à ces énergies qui descendent, eh bien, sont capables à un moment donné de mener leur petite participation. C'est quelque chose naturellement qui se fait en groupe, c'est pas certains individus seulement qui le font. Naturellement, il y a des tas de degrés, il y a, comme je vous disais, il y a les maîtres de sagesse, il y a des initiés, il y a nous, mais chacun apporte sa petite note, et finalement ce plan, c'est vraiment quelque chose auquel nous participons et que nous devons percevoir de mieux en mieux. Dans notre vie, on pourrait se dire, tiens, le défi pour nous, ce serait véritablement d'arriver à percevoir de plus en plus et de participer de plus en plus à ce qu'est ce plan pour l'humanité, pour la planète Terre. Qu'est-ce qu'on fait? On sait qu'on travaille dans l'amour? C'est ça qu'on doit amener? Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Voilà comment ce que va représenter cette idée de plan. C'est ça qu'on va apercevoir. Donc le dessin, pour nous, hors de portée. C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, pour l'instant, nous ne pouvons pas y participer. Par contre, le plan, oui. Comment est-ce qu'on peut réussir à percevoir donc ces énergies? Ça, c'est quelque chose donc qui nous revient complètement. Alors, tout à l'heure, je vous disais, je ne vous parle pas d'échelle. Je parle de dessin, je parle de plan, mais je parle de quel dessin, je parle de quel plan. On voit bien que pour qu'il y ait un dessin ou un plan, il faut qu'il y ait
une conscience derrière. Et c'est là où ça pose problème. En effet, la plupart du temps, et j'ai employé à dessein tout à l'heure, tiens, un dessin, le mot Dieu, c'est que quand on parle de dessein, quand on parle de plan divin, forcément on utilise le mot Dieu. Et c'est là que ça crée des problèmes. On peut se demander par exemple pourquoi est-ce que tous les gens qui croient qu'effectivement il y a un dessein divin ou qu'il y a un plan, pourquoi est-ce que finalement ça a si peu d'impact dans leur vie? Pourquoi est-ce que finalement, oui, moi je crois qu'il y a un plan, moi je ne crois pas du tout qu'il y a un hasard, je crois vraiment que ça compte. Et alors ça fait quoi dans ta vie? Eh ben, c'est intéressant. C'est intéressant. Voilà, vous voyez, c'est tellement lointain, c'est tellement abstrait cette idée de Dieu, parce qu'on ne sait pas à quoi ça correspond, que finalement ça a peu d'impact dans notre vie. Si on imagine une espèce de Dieu lointain, universel, le Dieu de l'univers tout entier, c'est trop abstrait, trop global. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas percevoir. C'est une spéculation mentale. Alors on peut y croire, c'est intéressant, mais c'est quand même quelque chose qui est tellement loin que, du coup, arriver à dire oui, il y a un plan divin, oui, bah, ça ne fait pas grand-chose dans notre vie. Par contre, si on redescend plus au niveau individuel, alors là, on va avoir des choses qui vont être complètement différentes. Ah. En effet, au niveau individuel, en ce qui concerne justement cette notion de dessein, et là je réfère toujours au Bélier, on va oublier le mot impulsion pour prendre le mot pulsion. Ah oui, c'est vrai que si, vous voyez, le Bélier m'arrive par Mercure, comme ça de haut en bas, oui, là de cette façon-là, il va y avoir impulsion divine, et je vais retraduire quelque chose, et je vais percevoir quelque chose du plan qu'il va falloir mettre en œuvre ensemble. Par contre, si c'est quelque chose qui me vient d'en bas, si c'est quelque chose qui me vient justement par mes différents corps, mon corps physique, mon corps émotionnel, mes instincts, mon affect, mes désirs, c'est toutes les pulsions de l'être qui reviennent. Et là aussi, vous pouvez voir comme elles sont fortes et puissantes. Les pulsions sexuelles, les pulsions de désir, les pulsions affectives, les pulsions de colère, les pulsions d'agressivité. L'humanité est remplie de ce monde de pulsions. Et regardez comme ça la puissance du Bélier. Ça aussi, ça donne de l'énergie. Ça aussi, ça régénère. Ça amène à faire des choses. Ça enclenche toutes sortes de choses, y compris des conflits, des guerres, etc. C'est extraordinairement puissant. Mais ça, c'est le Bélier traduit par le monde inférieur. C'est aussi quelque chose, vous voyez, qui vient vraiment donner une puissance, mais complètement à des aspects individuels et personnels. Voilà pourquoi on va avoir, vous voyez, ces deux aspects. Là, à ce moment-là, quand on parle de dessin, quand on parle d'impulsion haute, on peut parler effectivement donc de dessin et de plan. Quand on parle du bas, on ne parle plus de dessin et on ne parle plus de plan non plus. On va partir de manipulation, de stratégie, de ruse, comment on va s'y prendre pour faire passer ça, et comment moi j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, mais comment je vais m'y prendre, hein, je vais manipuler, je vais le faire, je vais forcer. Ouais. C'est exactement le même système, mais vu d'en bas. Dessin, plan d'un côté, pulsion et stratégie de l'autre. Et là, on a vraiment ces deux aspects contradictoires mais complémentaires et qui sont tellement présents dans notre vie. Et ce à quoi nous allons assister ce mois-ci. Je vous en dirai un petit mot à la fin, mais ce sera intéressant de voir comment ce mois-ci va être partagé pour nous entre ces deux aspects donc très puissants en énergie, notre capacité à percevoir ces impulsions d'en haut et notre capacité quelquefois à laisser remonter ces pulsions d'en bas. Voilà cette dualité du Bélier. Et par conséquent, quand on parle comme ça de plan, de dessin, c'est évident que on imagine que pour qu'il y ait en tout cas d'en haut quelque chose, il faut qu'il y ait une conscience. Bon. Mais où elle est cette conscience? C'est ça le problème. Le problème, c'est que quand on regarde un petit peu ce monde, avec le dessin, le plan, on pourrait dire qu'il y a une espèce de ligne comme ça qui descend jusqu'en bas, comme je l'ai montré tout à l'heure, et qu'on pourrait mettre, vous voyez, les règnes les plus élevés, les galaxies, les constellations, les étoiles, etc. On va s'apercevoir finalement que ce monde, il est complètement riche d'organismes complètement différents. En effet, la plupart du temps, comme je vous le disais, ceux qui vont croire en Dieu vont dire oui, il y a un dessein global. Mais c'est vrai que ça n'a pas d'impact dans ma vie parce que trop abstrait. Et ceux qui ne croient pas en Dieu disent non, je ne crois pas en Dieu, donc il n'y a pas de dessein.
Il n'y a pas de dessin, si ce n'est les dessins personnels qu'on a avec nos pulsions. Ah oui, ça, des dessins personnels et individuels, ça on les a. Mais globalement, non, il n'y a pas de dessin. Si vous voulez ramener Dieu, libre à vous. Mais moi, je refuse. Donc vous voyez, soit du coup le plan, la notion de plan et de dessin, n'a pas beaucoup d'importance, n'a pas beaucoup d'impact dans nos vies, soit elle est complètement niée et rejetée. Parce qu'on ne croit pas en Dieu. Le problème, c'est que quand on regarde cet univers, on ne peut manquer de percevoir que tous les organismes qui existent, depuis le plus grand, là je parle des galaxies, jusqu'au plus petit des micro-organismes, donc quelle que soit la taille dans cette échelle, on s'aperçoit, et ça c'est vraiment scientifique, à quel point ce monde est complètement cohérent, ce monde est totalement intelligent, ce monde est interdépendant. On peut même aller plus loin, ce monde est holarchique. Hein, vous vous souvenez peut-être de ce terme qu'on a souvent parlé. L'holarchie, c'est lorsque chaque chose est à la fois un organisme et un organe d'un organisme plus grand. Or, on s'aperçoit que dans l'univers, c'est ce qui se passe. Chaque élément, quel qu'il soit, n'importe quelle taille qu'il soit, est à la fois un organisme, tout en étant un organe d'un organisme plus grand, qui lui-même est organe d'un organisme plus grand, etc. Donc, chaque fois, on peut dire que chacun d'entre nous, ou à n'importe quel niveau, on est à la fois tout et partie. Ça, c'est justement le principe holarchique. On s'aperçoit que cet univers, il est tellement organisé de cette manière-là, et que c'est un ordre extraordinaire. Alors on peut dire, mais alors cet ordre holarchique, depuis le plus haut jusqu'au plus bas, c'est un hasard. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de dessin. C'est né, soi-disant, du Big Bang. Tout ça, c'est né d'une explosion. Et là, on nous répond, ah oui, mais si vous voulez un plan, c'est qu'il y a une conscience. Et il n'y a pas de conscience là-dedans. Ah bah non. Et c'est ça qui est intéressant. À qui accorde-t-on une conscience dans cette immense échelle d'organismes? On va accorder une conscience, ici, quelque part, au règne humain. On se sert le premier. Si dans cet univers, il y a des gens conscients, c'est bien nous. C'est tout. Pendant longtemps, ça a été tout. Maintenant, on a un peu élargi quand même aux animaux. Ah, les animaux, ils ont aussi une certaine conscience. Donc, ils sont aussi capables d'avoir des plans, en tout cas des pulsions. Il y a vraiment quelque chose qui fonctionne comme ça. Donc, ils font des stratégies. Puis, il y a une intelligence animale. Ils font des plans, les termitières, les fourmilières, les ruches, les toiles d'araignée, etc. Ah oui, non, il y a quelque chose. Et puis, alors, plus récemment, mais c'est très récent et encore très timide, on commence même à le faire avec les végétaux. Il semblerait que les arbres aient aussi des stratégies, puis qu'ils communiquent, etc. Donc, voilà, c'est tout. Voilà, c'est juste ça. Donc, dans cette immense échelle de l'univers, il y a 3 éléments qui ont droit à la conscience, les hommes, les animaux et les végétaux. Tout le reste au-dessus, rien, pas de conscience. Les minéraux autour, pas de conscience. Et au-dessus, rien, pas de conscience. Quand on voit cette échelle, est-ce que l'absurdité de la chose vous apparaît? C'est incroyable. Parce que d'une part, on définit que tout est cohérent et que tout se tient les autres et que chaque chose est organe d'un organisme, mais exceptionnellement, dans tout l'univers, sur une planète tout à fait quelconque d'un système solaire ordinaire dans une galaxie lambda, eh ben, on a la chance d'avoir 3 règnes qui sont conscients et qui sont donc capables, eux, d'avoir un plan. Les autres, oubliez, il n'y a pas de plan. Évidemment, ça ne tient pas la route. C'est pour ça qu'il est tellement important de réaliser combien, puisque tout ça c'est cohérent, et que si on part de nous, si nous sommes en cohérence avec ce qui est plus haut et ce qui est avec plus bas, c'est bien parce qu'on a exactement les mêmes systèmes, et par conséquent tout est conscience, et que la conscience évidemment a des degrés complètement différents, ou beaucoup plus grands ou beaucoup plus petits, mais tout est absolument conscience. Donc d'une certaine manière, si on remonte beaucoup plus haut que nous, il y a effectivement plan. Et là ça change tout, parce qu'on arrête de dire, il y a soit les plans humains, soit les plans de Dieu de l'univers, et dans un cas comme dans l'autre, il n'y a pas de plan fondamental. Ou bien on dit, mais si, le plan sur lequel nous travaillons, quand je vous ai défini tout à l'heure un dessin et un plan en vous disant, je ne vous mets pas l'échelle exprès parce qu'on va la voir après, l'échelle elle est là. C'est que ce qui va nous intéresser, c'est le plan de la planète. La planète Terre est un organisme, hein, comme nous en avons parlé au mois de décembre, on avait vu les 2 aspects de la planète Terre, la Terre-Mère et la Terre-Père. On a souvent l'habitude de parler de la Terre-Mère du point de vue de la nature. On a vu que la Terre-Père, c'est la conscience de cette planète Terre. Et qu'on y a vraiment ces 2 éléments. Et combien finalement il faut réaliser que la Terre, telle que nous la connaissons, n'est que le corps physique d'une gigantesque conscience qui a un dessin et qui a un plan. Et ce plan, nous en faisons partie.
Et la planète Terre, en sa conscience, même si nous, on est incapable de l'atteindre, mais les grands maîtres de sagesse ont la capacité progressivement d'entrer dans le dessein de cette planète Terre, même si nous, on ne peut pas, mais ils nous entraînent avec eux, on dit, mais ensemble, essayons de se brancher, essayons de ces impulsions. Finalement, régulièrement, à chaque année, par les 3 énergies de printemps, en particulier par l'énergie bélier et l'énergie taureau, quelque chose va perler de ça. Vous allez recevoir en bélier et en taureau ces énergies comme si cette conscience planétaire pouvait nous inonder quelque part, nous doucher quelque part de ces énergies. Si on est de plus en plus nombreux à être à l'écoute de ça, on sera aussi de plus en plus nombreux à traduire en termes de plans, de mise en œuvre possible, et donc d'évolution possible, tout ce qui peut se passer sur la planète Terre. Voilà ce qui nous est dit. Voilà pourquoi finalement ce qui est important, c'est de dire, arrêtons de parler d'un Dieu universel aux confins de l'univers, on ne peut rien en faire. Et on voit que finalement, dès qu'on commence à dire « mais non, mais il y a des dieux intermédiaires, si je peux me permettre cette image, et que nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui est juste au-dessus de nous ». Bien sûr, quand on aura compris cette histoire juste au-dessus de nous, on pourra s'intéresser au plan du système solaire, parce que c'est évident que la planète Terre, elle a un plan qui dépend de celui du système solaire, lequel système solaire dépend d'une constellation qui lui-même dépend. Mais là, on remonte beaucoup trop loin. C'est quelque chose qui peut être intéressant, mais on est incapable de le faire. Restons là où nous sommes. Prenons un exemple, une comparaison. Imaginons, comme j'en parlais tout à l'heure, un immense chantier. Sur ce chantier, ça a été décidé par un concepteur, un promoteur, quelqu'un qui a donc une idée derrière la tête fondamentale. Et pour mettre en œuvre son chantier, il a eu besoin d'architectes. Et les architectes ont fait des plans. Donc vous voyez, on a le concepteur au niveau du dessin et on a l'architecte au niveau du plan. Et donc forcément, à partir de là, eh bien, il y a tout un immense ensemble de bâtiments qui est en train de se monter. L'architecte, naturellement, pour mettre ça en œuvre, il a besoin de plein de gens. Et donc, il va recruter aussi bien des gens qui ont une vision de chef ou de sous-chef ou de sous-sous-chef, etc. Il y a toute une hiérarchie de gens qui vont progressivement donc s'occuper des différentes parties de la construction, jusqu'à arriver à ce que, en bas, tout à fait en bas de cette hiérarchie, il y a des gens qui, eux, sont simplement des maçons, des électriciens, des plombiers, des gens qui travaillent. Et naturellement, tous sont indispensables au chantier. Quand je dis qu'il y a une hiérarchie, c'est pour vous montrer que c'est simplement dans cette globalité du plan. Mais il n'y a pas de hiérarchie d'importance. Tout le monde est aussi important l'un que l'autre. Et chacun va faire son plan. Naturellement, on pourrait se demander, mais celui qui est maçon, celui qui est électricien, celui qui est plombier, est-ce qu'il a vu le plan global? Il y a des chances que non. Il y a des chances qu'il ne soit pas rentré dans le bureau de l'architecte, et comme ces plans, ça ne tient pas en une planche, peut-être qu'il a vu une partie comme ça, il dit, oh, tiens, il y a un plan global, mais il n'a pas vu tous les plans, parce qu'ils sont extrêmement nombreux. Donc il n'a certainement pas tout vu. Mais est-ce que c'est grave pour lui? Non, il sait qu'il y a un plan. Mais qu'est-ce qui l'intéresse? Lui, le plan de ce qu'il a à faire sur le chantier, précisément. Moi, en tant que plombier, je sais, voilà, le plan, c'est ça, je dois poser les choses ici. Moi, en tant qu'électricien, je dois faire. C'est-à-dire que chacun a le plan en fonction de sa spécificité. Et c'est là où on l'attend. Ce n'est pas forcément dans une vision d'un plan global, qu'il peut avoir par ailleurs, mais qui n'est pas forcément ce qui est important. Naturellement, cette personne, si elle a envie, elle peut très très bien élargir sa vision et aller demander le plan global pour voir si finalement elle peut être un peu plus consciente de ce qui se passe et se rendre compte de ce qui se passe globalement. Et elle peut effectivement se rendre compte du plan global du chantier. Mais qu'est-ce qu'elle sait du chantier d'à côté qui est à 2 km de là? Rien du tout. Mais on peut imaginer qu'à un moment donné, une personne puisse aussi prendre conscience de plus en plus que « Ah, mais tous ces chantiers qui ont lieu en ce moment dans la ville, ça fait partie d'un plan global d'aménagement de la ville, qui lui-même fait partie d'un plan d'aménagement du territoire, de la nation, etc. » Très bien. C'est intéressant d'avoir cette conception de globalité, toutes ces choses qui se font ensemble et qui sont reliées. Oui, mais concrètement, concrètement, je suis menuisier sur ce chantier, et ce qui est intéressant, c'est que je connaisse parfaitement le plan qui concerne ce que j'ai à faire. Vous voyez la comparaison par rapport à nous? Nous, effectivement, on peut très très bien avoir des idées de plans comme ça, et de concevoir, mais ce qui est important, c'est nous, qu'est-ce qu'on a à faire? La notion de plan, oui, je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui s'acquiert ensemble. Le plan ne va pas du tout nous demander de faire des choses particulières, des choses nouvelles.
Le plan, c'est comment, à chaque fois, nous allons pouvoir nous inscrire de mieux en mieux et de plus en plus dans cette notion de globalité. C'est d'avoir l'idée que la Terre est un chantier. C'est d'avoir l'idée que, justement, c'est important qu'il y ait justement ce plan et qu'il va falloir s'inscrire là-dedans. Voilà pourquoi cette première idée du Bélier, elle est importante, c'est de se dire, il y a un plan et c'est quelque chose qui doit progressivement me toucher dans ma vie. Parce que justement, si on vise bien, si on arrête de l'idée d'un vague plan global qui ne m'apporte rien, et donc de la négation de ce plan, et je préfère mon plan de vie à moi, si je remplace progressivement le fait que c'est évident qu'on est sur un chantier en construction et que j'ai à trouver le plan qui m'incombe, la partie du plan qui m'incombe, et que tous ensemble, et on est tous différents, on a tous quelque chose à faire, ben c'est comme ça que le chantier va avancer. Vous voyez, la première histoire dans le Bélier, c'est ça. C'est que dans nos méditations, le premier travail de ce mois-ci, c'est que dans nos méditations, on puisse se relier à cette impulsion régénérante, à cette impulsion inspiratrice. S'ouvrir complètement pour dire, allez, c'est quoi ce plan? Et affirmer qu'effectivement ça existe, et affirmer l'importance de ce plan. Ça, c'est le premier point. Et c'est vrai que plus ça prend de l'importance dans nos propres vies, plus ça prend d'importance dans le monde, plus ça changera. L'existence d'un plan est peut-être une des idées les plus fondamentales pour l'avenir de l'humanité en ce moment. Ça a l'air de rien, mais on en reparlera tout à l'heure. Mais si on se rend compte combien, à la place de ce qui se passe, vous voyez, donc il y a ce plan, bah, l'inverse c'est, non, chacun a son petit plan, eh ben, c'est sûr que ça ne donne pas du tout la même planète. Si chacun dit, moi ce qui m'intéresse, c'est mon chantier à moi dans ma vie, et je fais ce que je veux, et les autres chantiers, je m'en fous. Ça donne le désordre tel que nous l'avons maintenant. Si effectivement de plus en plus s'impose l'idée d'un chantier commun, communautaire, waouh, ça change des choses. Voilà donc la première impulsion, la première chose fondamentale, justement, dans le Bélier. La deuxième idée, je vous disais, c'est l'humanité qui doit être l'intermédiaire entre ces deux mondes. C'est vraiment là que ça doit se passer. Oui, j'ai effacé mon Bélier. Donc j'avais Mercure ici et Mars. Voilà. Tout à l'heure, je vous disais, on va avoir une humanité qui se trouve dans un état médian. Et c'est ça qui fait justement l'avantage de l'humanité, c'est qu'elle est dans cet état qui lui permet à la fois, par son âme, de pouvoir connecter des énergies supérieures et, par sa personnalité, de pouvoir matérialiser ça sur Terre. Et qu'elle doit faire justement le rapport entre les deux. Et que d'ailleurs, c'est pour ça que ces rayons 4, harmonie par le conflit, c'est que nous-mêmes, ça nous pose des problèmes. C'est que nous-mêmes, entre eux, ce que nous percevons fondamentalement en tant qu'âme, l'amour, l'unité, la lumière, et puis ce que nous faisons au niveau du quotidien, bon, c'est pas toujours très harmonieux, hein, ça bagarre un peu. Donc cette dualité, nous l'avons en nous. Mais c'est vrai que plus on la comprend, plus on voit pourquoi elle est faite, on comprend qu'il puisse y avoir une dualité. Et c'est là encore peut-être en disant, en la mettant peut-être à la disposition de l'ensemble, ça devient quelque chose qui nous aussi nous aidera à vaincre cette dualité. On ne peut pas vaincre la dualité en nous-mêmes et pour nous-mêmes. Si on veut faire ça en développement personnel, ça ne marche pas. C'est justement parce qu'on se met au service de recevoir des choses ensemble pour pouvoir les matérialiser que là, il y aura véritablement un sens et une nouvelle harmonie qui sera donnée. Par conséquent, par rapport à cela, on pourrait dire, mais qu'est-ce qui, à l'intérieur de l'humain, doit faire ce lien particulier? Qu'est-ce qui doit faire ça? Et là, on va nous dire, c'est justement le mental. En effet, au sein de l'humain, c'est le mental qui a une place très particulière. En effet, le monde physique et le monde émotionnel appartiennent complètement au monde de forme, au monde du moi. Et puis les mondes de l'âme et les mondes supérieurs appartiennent complètement aux mondes abstraits. Il y a un seul plan qui fait les deux, c'est le mental. Le mental, par sa partie mentale concrète que nous connaissons bien, nous l'utilisons tous les jours, appartient complètement au monde des formes. Et le mental, dans sa partie abstraite, appartient complètement au monde de l'âme et au-dessus. Et donc c'est ce plan mental qui est la clé de tout. C'est par lui que justement nous pouvons faire le lien entre les deux. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme je vous le disais, nous devons être des intermédiaires, là, par le mental. Et cette capacité que nous avons à être entre les deux, c'est ce qu'on appelle une capacité à faire le passage. Or, la fête de Pâques qu'on a en Bélier, c'est justement notre capacité à faire le passage. Pâques veut dire passage.
Hein, c'est ce qui commémore le passage de la mer Rouge, hein, par les Hébreux. Mais en fait, c'est vraiment la fête du passage. Et là aussi, on a mis ça du point de vue du bélier, c'est un fait exprès. Hein. C'est parce que justement, on nous signale que les énergies du bélier nous concernent, nous, du point de vue d'un passage. Comment est-ce qu'on se rend disponible pour passer les énergies les plus subtiles vers les énergies, donc, les plus denses? On peut se dire, bon, d'accord, passons les énergies plus subtiles vers les énergies les plus denses. Comment fait-on? Avec le mental. Comment fait-on? À quoi est-ce qu'il faut réfléchir? Quelle est la forme pensée? Quelle est l'idée à laquelle il faut qu'on réfléchisse mentalement? Eh bien, il n'y a pas à réfléchir à quelque chose. Il faut réfléchir quelque chose. On a l'habitude avec le mental de dire, avec mon mental, je vais réfléchir à ceci. Or, la clé du mental, c'est de dire que c'est un réflecteur. Et que le problème du mental, c'est de savoir qu'est-ce qu'il réfléchit. Il réfléchit le haut, il réfléchit le bas. Ah, ça peut surprendre. On préfère, vous voyez, une espèce de schéma comme ça, dans lequel on aurait notre mental séparé en deux. Le mental, je vous l'ai souvent dit, mais je le répète parce que c'est quand même des choses qui sont intéressantes à repréciser, c'est un sens. On l'appelle le 6e sens. Je vous rappelle qu'un sens, comme le sens de l'ouïe par exemple, c'est une fonction qui décode des vibrations et qui traduit ces vibrations en informations. Donc par exemple, les sons, ça n'existe pas. Il n'y a pas de son. Il n'y a que des vibrations dans l'air, et notre sens de l'ouïe va traduire ces vibrations de l'air dans ce que nous appelons, nous, son, parole et musique. Mais sinon, ça n'est pas d'existence. Même chose pour les autres sens. Eh bien, on pourrait dire que le mental, c'est exactement la même chose. Le mental, c'est un appareil, ou un sens, qui va, une fonction, qui va traduire des vibrations en idées, en pensées. Ah oui, mais d'où viennent ces vibrations? Le problème. La partie inférieure du mental que nous connaissons bien, toutes les vibrations qui lui parviennent viennent de l'émotionnel ou du physique, par exemple des 5 sens. Et tout ça, ça lui vient comme ça. Voilà. Et donc le mental qu'on crée ici, il est complètement nourri en permanence de tout ce qu'on veut, de tout ce qu'on désire, de nos émotionnels, de ce qu'on ressent. Bref, en permanence. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir le mental tranquille. Quand on dit, pourquoi est-ce que je ne peux pas arriver à arrêter mon mental, arrêter ma pensée? Pour ça, il faudrait d'abord arrêter l'émotionnel et le physique. Et comme je ne peux pas arrêter mes 5 sens, et comme je ne peux pas arrêter mes appréciations, mes envies, mes instincts, forcément, mon mental, il réagit. Finalement, le mental, c'est juste un décodeur. Il ne fait que réfléchir ces éléments-là pour les mettre en pensée, en idée. Voilà pourquoi la plupart du temps, ce que je pense, ou ce que je dis, ou ce que je réfléchis, ou ce que j'émets comme pensée, c'est simplement une mise en mots, une mise en idée de ce que je veux, de ce que je désire, de ce que je sens et de ce que je vis physiquement. C'est tout. C'est pas plus. La plupart du temps, c'est pas une pensée, c'est ce qu'on appelle une sécrétion mentale. Ça met en mots, en live, ce que vous sentez. Et c'est notre petit blabla quotidien. Quand on se promène dans la rue, ça n'arrête pas. Ah, ce bruit de voiture. Oh, comment elle est comme. Oh, cette personne. Oh, cette vitrine. Oh, voilà. Donc c'est ça. C'est vraiment pas de la pensée, c'est de la sécrétion mentale. Quelquefois on dit, non mais là je pense, je réfléchis plus. Ah bon, ça vient d'où ta pensée? Eh bien, je réfléchis justement à ce que j'ai appris, parce que j'ai fait des études, donc j'ai fait un certain nombre de choses. Et là, j'ai lu un article récemment, et puis là, j'ai entendu à la radio quelqu'un qui disait que c'est bien ça. Et alors, d'où ça vient? Ça vient de ce que j'ai entendu. Donc finalement, mon mental ne fait que ressortir ici sur ce qu'on appelle des formes pensées. Ça ne fait que ressortir ce que j'ai entendu, mon sens de l'ouïe, ce que j'ai lu, mon sens de la vue, etc. Bref, ce sont que des choses déjà entendues, apprises, sues. C'est ce qu'on appelle... C'est pas encore une pensée, c'est ce qu'on appelle un perroquet. Et en plus, souvent, on le dit qu'on est perroquet. On n'hésite pas à dire, j'ai entendu ce matin qu'il disait à la radio, il disait, je suis assez d'accord avec ça. Et puis j'ai lu un article par ailleurs qui disait que, je suis d'accord. J'ai lu un bouquin par ailleurs qui disait ça, on ne fait que... Alors si c'est pas des commentaires, si c'est pas de la sécrétion mentale, c'est du perroquet. Alors quelquefois, on va plus loin. On se fend d'une compile. Quand on a une grande culture à tous les niveaux, etc., et j'ai lu tel bouquin, tel article, telle chose, etc., et finalement, j'en fais une synthèse. Je crois que cette synthèse n'a jamais été faite avant moi. Oui, et ça vient d'où? Ça réfléchit quoi? Ça réfléchit toujours ce que je sais, ce que j'ai appris. Etc. Donc, rien de créatif. Et ça, c'est 98% de nos pensées.
Donc vous voyez, c'est pour ça que c'est pas je réfléchis à quoi, c'est je réfléchis quoi. Tant que je réfléchis le monde inférieur, mes formes de pensée sont pas tellement créatives. Et là, on se dit, mais disons, l'humanité créatrice, là, l'humanité, par son mental, est censée créer des choses nouvelles. Oui, bah par ça, c'est fou, c'est loupé. Voilà pourquoi il y a de la méditation. Le seul but de la méditation, c'est justement momentanément d'arrêter ce processus et d'ouvrir le mental abstrait à quelque chose d'autre, au monde de l'âme qui va se trouver justement dans ce mental. C'est vraiment ouvrir, vous voyez, au lieu d'avoir une antenne du mental qui est comme ça vers le bas, vous retrouvez un petit peu ici mes deux antennes. Au lieu d'avoir une antenne qui ne fait que réfléchir tout ce qui remonte d'en bas, je vais avoir une antenne qui fait que capter ou qui essaye de capter ce qui vient d'en haut. Et là, à partir de ce moment-là, si je commence à percevoir certaines énergies, oui, alors il y a quelque chose qui vient à ce moment-là et qui rénove complètement l'histoire. Là, je vais commencer à avoir des pensées nouvelles. Là, je vais commencer à avoir des choses qui vont intervenir complètement différemment. Mais est-ce que je vais avoir vraiment des pensées nouvelles? Au sens où je le dis comme ça, non. D'un seul coup, c'est pas parce que je vais me mettre en méditation, waouh, la pensée nouvelle que je connaissais pas. Encore une fois, ce que nous captons, c'est pas une âme qui nous dirait, qui nous susurrerait à l'oreille des pensées toutes faites, ce sont des vibrations. Il faut qu'on ne perde jamais ça de vue. Et donc, c'est notre capacité à changer notre niveau de perception vibratoire, de passer de notre capacité automatique à percevoir tout ce qui vient dans le bas, à remonter puis à essayer de percevoir ce qui vient de beaucoup plus haut. C'est là que ça se passe. C'est là qu'effectivement, il va y avoir des choses nouvelles. Alors, comment est-ce qu'on peut travailler ce point-là? Comment est-ce qu'on peut réussir à développer justement ce mental créateur? D'abord, et c'est là qui est important, et c'est là qui est toute la difficulté justement dans l'énergie bélier, vous allez le voir tout à l'heure, c'est un temps de pause. L'énergie bélier, contrairement à ce qu'on a l'habitude de dire, c'est un moment de contemplation. Mais au printemps, là, comme ça, au moment où il y a des tas d'énergie qui me démangent, oui, ça, ce qui vous démange, c'est Mars. Oh, vous allez voir comme Mars, ça va vous démanger. Et donc, il faut résister à la démangeaison. Dire non, je me donne, alors pas toute la journée, hein, évidemment, mais je me donne un temps particulièrement donc, dans ce bélier pour être en réception. Je cherche à percevoir ces énergies. Et là, justement, comme le bélier déverse ces énergies, cette impulsion régénératrice, cette impulsion revitalisante, c'est des impulsions justement d'énergie nouvelle. Voilà, c'est le moment où on essaye de se mettre tous en rapport. Et plus on est nombreux à faire ça, parce qu'il faut le faire vraiment globalement, plus c'est vraiment quelque chose de puissant par rapport à l'humanité. C'est le moment où on sort de nos vieilles habitudes, de nos vieilles pensées, de nos vieux systèmes. Si on veut véritablement participer à la régénération de l'humanité, à révolutionner complètement les choses, partir sur des idées totalement nouvelles, alors c'est à chacun d'entre nous de nous ouvrir complètement comme ça. Donc savoir qu'il faut se donner le temps de l'immobilité. Se donner le temps de pouvoir être à l'écoute, se donner le temps de pouvoir être impressionné par ces énergies, par ces vibrations, se dire, voilà, c'est le moment d'accepter d'être régénéré comme ça par le haut. Prendre ce temps, c'est en même temps vraiment s'ouvrir complètement, vous voyez, à ce temps d'apnéo dont je parlais tout à l'heure quand je vous ai fait le système à 4 temps. C'est vraiment un moment où on est complètement comme ça, voilà. On retient son souffle et on cherche à être là-dedans. Est-ce qu'on attend des résultats? Surtout pas. Surtout pas. N'espérons surtout pas d'un seul coup avoir des idées nouvelles. Non, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le but. Ce qu'on attend, c'est une régénération. Ce qu'on attend, c'est une revitalisation de notre mental et de tout. Alors, ça sert à quoi? Comment est-ce qu'on va s'en apercevoir? On va s'en apercevoir progressivement. Et d'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler lors du premier temps de l'été, l'énergie cancer. Vous vous souvenez que, là aussi, la fois dernière, nous avons vu un point important, c'est que le premier temps de chaque saison nous fait travailler sur le plan mental. Le deuxième temps nous fait travailler sur le plan émotionnel, et le troisième temps nous demande de mettre ça à l'œuvre. C'est ce que nous avons vu avec Capricorne, Verseau, Poisson. Et on recommence avec le printemps, le bélier, nous fait travailler sur le plan mental. Le taureau va nous faire drôlement bosser sur le plan émotionnel et les gémeaux sur la mise en œuvre. Et donc, l'été, on recommencera. Et donc, c'est en cancer, c'est au début de l'été que nous commencerons à nous dire, alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant le printemps? En quoi a consisté la régénération? Est-ce qu'il y a quelque chose dont on peut dire quelque chose? Mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Parce que finalement, l'important, c'est que ça se passe en groupe.
Naturellement, si on fait ça une fois de plus en tant qu'individu, est-ce que moi, ça va me régénérer? Est-ce que grâce au printemps, et si je fais une bonne méditation, ça va me donner des idées nouvelles pour moi et pour ma vie? Parce que j'en ai bien besoin en ce moment, je tourne un petit peu en rond. Ce serait important que je sois un peu régénéré. Non. Désolé, c'est pas fait pour ça. Maintenant que ça produise des effets collatéraux et que vous en bénéficiez quand même, pourquoi pas? Mais c'est pas le but. Ce sera juste un effet collatéral. Ce qui est important, c'est justement que ça se passe ensemble. Il faut que nous pensions que nous le fassons ensemble. C'est pour ça que vous voyez que plus on est nombreux, et on est déjà quelques milliers ou quelques millions sur Terre, à participer justement à ce type de méditation en bélier ou en taureau, plus on est nombreux justement à se mettre à l'écoute, dans la réception de cette énergie revitalisante, que ça revitalise l'ensemble de notre processus mental. Et ça apparaîtra progressivement. On n'aura peut-être jamais conscience d'une idée nouvelle, mais peut-être que de ci, de là, au cours de cette année, dans ce qu'on mettra en place après dans l'été et dans l'automne, tiens, c'est vrai que j'avais jamais pris cette orientation, peut-être que, tiens, d'un seul coup, il y a ça qui m'apparaît un peu plus important, tiens, mais j'avais jamais mis l'accent autant sur tel aspect ou sur tel... Et ça, ce sera justement l'effet de cette revitalisation, donc de l'énergie bélier et taureau. Donc ne cherchons et n'attendons surtout pas de solution. Et c'est ça qui est difficile. Il n'y a rien de plus difficile en méditation que de pouvoir réussir à ramener justement, ouvrir l'antenne comme ça, par rapport à ces énergies bélières revitalisées, à se dire, alors, en quoi est-ce que je peux être transmetteur? En quoi est-ce qu'en tant que groupe, nous pouvons tous être transmetteurs en ce moment? Et puis écouter, et être justement dans cette contemplation. C'est vrai que comme on n'est pas habitué justement à maintenir cette tension, généralement l'antenne rapidement... Et donc au boulot, ce qu'il faut que je pense, c'est à ça et ma liste de courses. Et se remettre. Et constamment, boum, et ça redescend. Et j'ai mes petites pensées à moi, etc. C'est inévitable. Mais peu importe. Il ne faut pas se décourager. Ce qui est important, c'est de passer justement du temps comme ça par rapport à ce moment de revitalisation. C'est ça qui est vraiment fondamental. Alors, il faut bien concevoir que si on réussit à avoir ce temps-là, ça va avoir beaucoup d'effets. En particulier sur deux aspects. Par exemple, le premier aspect dont je parlais tout à l'heure, le fait qu'il y ait un plan et qu'on se dise, mais ce que je reçois là, c'est vraiment donc une impulsion qu'on va appeler dessin ou plan au niveau planétaire, par exemple. C'est quelque chose qui va avoir progressivement l'effet de mettre un peu plus à l'arrière-plan mon plan personnel. Je vais prendre de plus en plus de recul par rapport à mes plans personnels. Oh, ils vont toujours être là, on ne va pas changer du jour au lendemain. Ils sont très importants, ces plans personnels. C'est comme ça que je m'organise. Mais progressivement, année après année, à chaque fois qu'on va passer dans ce printemps, ok, mon plan personnel, il est là, mais je me rends compte de plus en plus combien il doit être simplement un élément à mettre au service du tout. Et c'est là où j'ai à le changer. Mon plan personnel, c'est Mars. Et ça, quelquefois, il peut être très fort, très individualiste. Moi, voilà ce que j'ai envie de faire, c'est ça. Hein, c'est pour ça qu'on dit quelquefois le bélier, très martien, c'est un chef. Il a son plan, son objectif, son idée, etc. Et il fonce, sans réfléchir plus de son temps. Voilà. Est-ce que c'est au service du tout? Je m'en fous, c'est pour moi. Non, bélier. Au fur et à mesure que je monte vers Mercure, et que je me rends compte que, attends, on a à faire le passage entre le haut et le bas, je ne vais pas bouleverser ma vie, hein. Je ne vais pas changer de métier. Ah non, non. Simplement, progressivement, au fur et à mesure que je suis qualifié, requalifié, régénéré, je comprends comment je dois tourner de plus en plus ma vie, ce que je fais, ma profession, mes relations, pour que ça aille dans le sens de la globalité, pour que ça soit au service de l'avancement du tout, au service de l'avancement de l'humanité. Et ça, c'est participer au plan. Et ça, c'est répondre justement à ce plan. Au fur et à mesure que je vois quelles sont les corrections, les réorientations à faire, les requalifications à faire, c'est là où je me mets de plus en plus par rapport au plan. Alors que quand c'est uniquement pour moi et à mon propre service, là, c'est sûr que je suis complètement dans Mars. Et donc, voilà quels sont les allers-retours qu'on peut faire entre Mars et Mercure. Donc, première chose, réussir à réorienter progressivement donc, notre projet personnel pour que ça soit quelque chose qui s'inscrive dans le projet d'ensemble. Et puis le deuxième élément que ça va changer, c'est justement notre attitude mentale. Comme je viens de vous le montrer tout à l'heure, quand on est beaucoup plus avec la planète Mars, on est complètement donc un mental qui réfléchit le bas et qui amène les formes pensées dont je vous ai parlé tout à l'heure. Des formes pensées d'une sécrétion mentale, un perroquet, un compilateur, et ça ne va pas plus loin.
Et quelquefois, donc, des sécrétions mentales aussi, quelquefois, qui peuvent être complètement négatives. Parce que tout ce qui est personnel, ça va loin, hein, tout ce qui est personnel va contre la loi d'amour. Vous êtes bien d'accord? Tout ce qui est individuel va contre la loi globale. Donc tout ce qui est personnel est négatif. Oula! Ben oui, c'est vrai que ça va loin, hein. Et on ne peut pas réussir à passer, à faire d'un coup. Mais c'est pour vous montrer que finalement, dans un monde, si on reconnaît que ce qui compte, c'est la loi de la globalité, c'est l'interrelation, l'interdépendance. Donc chaque fois que je me sépare, chaque fois que je suis à part, c'est effectivement quelque chose qui est quelque peu négatif. Et donc il faut essayer de se remettre dans cette globalité. Et nos pensées sont à surveiller. Autre travail dans le bélier, surveiller nos pensées. Si vous avez assisté ou si vous avez entendu les conférences 2016 sur les travaux d'Hercule, eh bien, le travail d'Hercule en bélier, c'est la capture des cavales mangeuses d'hommes, les cavales de Diomède. Et ces chevaux sauvages qui dévoraient, qui tuaient tout sur leur passage, c'était des pensées. Hercule devait maîtriser ses pensées. Il devait apprendre la première leçon, c'est être inoffensif. Première leçon du bélier, l'innocuité. On n'est pas encore capable d'être dans l'amour, on ne peut pas vraiment ramener ça. Alors, première leçon, si déjà on calmait un peu nos pensées. Et chaque fois qu'on a des pensées négatives, chaque fois qu'on est justement dans la critique, dans la médisance, chaque fois qu'on dit du monde, du mal des autres, chaque fois qu'on parle des autres, d'ailleurs, d'une manière générale, ou bien chaque fois qu'on parle de soi, on introduit comme ça quelque chose qui est complètement... qui met un mur entre nous et les autres. C'est négatif, on n'est pas dans l'amour. Donc, faire attention à nos pensées. De manière à ce que progressivement, elles soient de plus en plus le reflet de ce que nous recevons au niveau Mercure. Les pensées émises par ce niveau mercurien est tout à fait différente que des pensées émises par le niveau martien. On ne réfléchit pas du tout la même histoire. Alors vous allez me dire, bah oui, mais alors, moi pour l'instant je ne peux pas dire ce que je reçois, je débute, je commence, j'essaye de me mettre comme ça à l'écoute, donc je ne peux rien dire de ça. Non, il ne s'agit pas de parler de ça. Il s'agit de parler de choses qui sont beaucoup plus en rapport avec l'ensemble, qui réintroduisent justement cette globalité. C'est trop neuf pour moi, je ne peux pas. Alors tais-toi. Cette vertu du silence, pour ne pas tomber justement dans le côté très offensif et le côté très destructeur justement du monde des pensées en rapport avec Mars et en rapport avec la personnalité. Voilà ce que ça change dans le monde. Voilà ce que ça change donc par rapport à nous et par rapport à la société. Voilà donc tout notre travail pour ce mois-ci. Vous avez là de quoi faire. Vous voyez, réfléchir à cette notion de plan, se mettre à l'écoute de cette énergie, se mettre à l'écoute de cette vitalisation. Et puis naturellement, se méfier de toutes les pulsions. Et que notre vie, pendant ce mois-ci, va être entre impulsion divine et pulsion du bas. Entre les deux. Et si je n'y prends pas garde, l'énergie bélier est tellement puissante qu'elle va nous emporter dans un tourbillon de pulsions, je ne vous dis que ça. Alors, hier, c'était très amusant à la fin de la conférence. Il y a quelqu'un qui nous dit « Ah, alors ça, c'est complètement moi ». Autant je réussis à maintenir un budget serré pendant toute l'année, en bélier, il explose. Au mois de mars, il explose. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est que tout le monde des pulsions va nous entourer. Et donc on va être entraîné dans un tourbillon incroyable. Un tourbillon d'activité, un tourbillon d'activisme. C'est le moment où d'un seul coup le bélier, ah oui, on est régénéré, mais par le bas. Et si tu faisais ça? Et si tu faisais ça? Et tu n'aurais pas envie de ça? Oui, le printemps qui nous titille à tous les niveaux. Et puis j'ai envie de ça, puis j'ai envie de ça, puis je ferai ça. Et puis des tas de projets qui nous viennent. Bref, on n'a plus une minute à nous. On pourrait dire qu'à ce moment-là, vous voyez, on a complètement perdu la tête. Mercure, c'est la tête, et Mars, c'est les jambes. Et les choses vont bien lorsque la tête commande aux jambes. Mais la plupart du temps, eh bien, quand on oublie complètement la tête, les jambes sont déjà loin parties, et la tête essaye de suivre définitivement, mais de loin. Donc c'est pour ça qu'on dit, je ne sais plus où donner de la tête. Normal, les jambes sont parties. Donc, je ne sais plus où donner de la tête. Et donc, ce mois-ci, vous allez pouvoir observer combien on peut se laisser récupérer par un activisme incroyable. En plus, on n'a même pas l'impression que c'est dû à nous. Mais c'est pas de ma faute, j'y peux rien. J'ai dû faire face à plusieurs choses, à plusieurs occasions. On m'a proposé ceci, on m'a proposé cela. Il a fallu que j'aide telle personne. J'y peux rien. Moi, j'aurais demandé qu'à me poser, mais j'ai pas pu. Et donc, j'arrive à la fin du mois du bélier. Alors, cette contemplation, ce temps que tu as pu passer par... C'est déjà fini le bélier?
Ouais. Ah bah, bon, bah l'année prochaine alors. Donc, faites-y attention et observez parce que c'est passionnant. Oui, ce qui est intéressant dans notre travail cette année, c'est de voir comme ça en direct combien nous sommes des énergies et que nous sommes capables effectivement de manipuler des énergies, mais combien aussi par ailleurs on peut être manipulé des énergies que c'en est impressionnant. Donc, voilà, donc c'est deux notes clés à retenir par rapport à ce travail. Il y a un plan, il régénère, mettons-nous un petit peu à son écoute de manière à pouvoir y participer. Ben, je vous propose de méditer là-dessus.